Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin dans l'invité du direct avec Morad Saadi, directeur, mon confrère Morad Saadi, éditeur de Carvision. Morad, bonjour. Bonjour Yahsan. Merci d'être de retour avec nous sur Radio M. C'est moi qui te remercie de me recevoir. Merci beaucoup, Allah Yasselmek. Alors Morad, à cette place, il y a 4 mois, je t'avais posé la question, est-ce que tu penses qu'il va y avoir à nouveau des importations de véhicules neufs en 2021 et tu étais plutôt optimiste pour que ce soit le cas. Nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. Est-ce que tu demeures optimiste? Non, pas du tout. Pour cette année, c'est foutu. Cette année, c'est encore une année blanche, plutôt une année noire pour le consommateur, puisque à l'époque, il y a 4 mois, il y avait eu donc un nouveau cahier des charges, le 2175 qui est venu corriger un tant soit peu le 20227 de l'année dernière. Et on pensait, sincèrement, qu'il y avait une volonté politique, une volonté des pouvoirs publics de libérer ce marché, de permettre le retour de cette activité qui peut apporter tant de joie aux entrepreneurs et aux consommateurs, aux simples citoyens, qui sont en attente d'acquérir un véhicule depuis maintenant plusieurs années quand même. Et donc, hélas, les dossiers qui ont été déposés au nombre de 60, parmi eux, il y a une vingtaine de premiers dossiers qui ont été étudiés par le comité technique. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que les 9 premiers ont reçu des réserves qui ont été levées par les opérateurs et ils ont quand même, après les réserves, ils ont été refusés. Et ces opérateurs se retournent vers le comité de recours. Mais après, les 11 suivants dossiers, les 11 derniers dossiers qui ont été traités, c'est directement un refus, ce n'est même pas des réserves. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Je l'ai assez dit dans mes écrits sur... Alors, à ce stade-là, déjà, on voudrait, pour le commun des mortels, pour le public, recontextualiser. Hein. Alors, en Algérie, il y avait des concessionnaires qui travaillaient, qui importaient des véhicules neufs avec des contrats avec les constructeurs et qui ont cessé toute activité depuis le 1er janvier 2017. L'absence de véhicules neufs devait être compensée par l'assemblage en Algérie. Oui, je précise. En 2017, il y a eu l'arrêt des importations pour les concessionnaires qui n'ont pas été élus à pratiquer, à passer vers l'industrie, dont les projets industriels n'ont pas reçu l'aval des autorités de l'époque. Donc, les autorités de l'époque ont choisi un groupe appelé 5+5 pour activer dans l'importation de véhicules neufs, tous segments confondus, et dans des projets industriels censés donner à l'Algérie une industrie automobile sur le moyen terme. On a vu les résultats de cette démarche, tout simplement parce qu'à l'époque, on avait mis les charrues avant les bœufs. On n'a toujours pas de tissu de sous-traitance qui permettrait d'avoir un taux d'intégration important qui aurait permis de baisser le prix du véhicule. Tout est importé en CKD, monté à l'usine source, démonté par une société spécialisée, envoyé en Algérie, remonté, enfin, tout ça coûte de l'argent et en bout de course, les véhicules coûtaient beaucoup plus cher que ceux qui étaient importés en état de rouler. Donc c'est un échec total. Alors, en termes d'approvisionnement, cette filière de l'assemblage local, on va continuer quand même de l'appeler assemblage, elle pourvoyait jusqu'à combien? 200 000 véhicules au plus haut? Même pas. Alors, je parle... En additionnant Renault, Honda, Kia, à la fin Volkswagen aussi? Oui, l'ensemble des sociétés qui faisaient le montage ne fournissaient pas plus de 150 000 voitures. Et le pire dans tout ça, c'est que il n'y a pas eu de transfert de technologie, il n'y a pas eu de formation sérieuse du personnel, il n'y a pas eu de transfert de savoir-faire, il n'y a rien eu, c'est le vide sidéral. Tout ce qu'il y a eu, je dis bien l'ensemble des opérateurs, transféraient de l'argent en quantité industrielle, je dirais, des devises fortes, et ça a mené ce projet là où il en est aujourd'hui. Alors, cette filière de l'assemblage, Farhat a été allé sur ce plateau dans le café des experts économiques se plaisait à dire que c'était une extraordinaire pompe Afrique vers l'extérieur et ça a été arrêté, dès 2019. Donc, toujours pour contextualiser pour nos amis auditeurs, donc on a aussi arrêté l'assemblage ici et donc le marché aujourd'hui ne reçoit
absolument rien du tout. Aujourd'hui, c'est la dèche depuis plusieurs années maintenant, parce que tout simplement, il n'y a pas d'importation, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien sur le marché automobile. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des importateurs parallèles qui n'ont pas le statut de concessionnaire, c'est des importateurs qu'on appelle multimarques, qui profitent de ce vide de l'offre de véhicules neufs et qui s'approvisionnent auprès de mandataires, de réseaux de revente en Europe, un peu partout dans le monde, même de Dubaï maintenant, et qui investissent le marché, et ils profitent, ils ne payent pas de taxes, ils travaillent avec la licence Moudjahidine. Ça veut dire que le trésor public ne gagne absolument rien. En termes d'impôts, ils ne contribuent à rien. Ils ont des... C'est des flottes, en général, ils sont à la marge. C'est du 10 000 véhicules par an, les multimarques. Je ne sais pas, on ne connaît pas leur volume. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est des véhicules, souvent, c'est des véhicules, comment dirais-je, moi, concrètement, je suis tombé sur un cas. Le véhicule a été fabriqué en 2017 et il est immatriculé en Algérie en 2021. Ça veut dire que même s'il n'a pas roulé, à supposer qu'il n'a jamais roulé, parce qu'il y a des véhicules qui ont roulé, qui sont revus d'un point de vue mécanique, on retrafique le kilométrage, on vous le met 0 km, et on le lave bien, enfin on le met dans un état de véhicule neuf, et vous avez l'impression d'avoir acquis un véhicule neuf, alors que ce n'est pas vrai. Il y a un trafic monstre à ce niveau-là, et en plus de ça, ces véhicules sont vendus sans contrat de garantie, sans obligation de service après-vente, sans disponibilité de la pièce de rechange. Ça veut dire que vous achetez un véhicule qui n'est pas à votre nom et vous n'avez pas de garantie, vous allez à l'aventure. Voilà. Mais on est bien d'accord, Morad Saadi, la vraie problématique, c'est quand même de remettre en route la grande filière des concessionnaires professionnels avec leur réseau de concessions et les services qu'ils assurent parce qu'ils ont des contrats avec les constructeurs. Alors, on sait pourquoi il y a eu 20 refus après les réserves et les 11 dossiers Alors franchement, au départ, j'ai été surpris parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 9 premiers qui ont eu des réserves avant le refus. Les 11 suivants ont eu un refus direct. Et ça m'a laissé dire qu'il n'y avait aucune volonté de libérer ce marché. Par la suite, j'ai cherché un peu et j'ai vu qu'effectivement, le comité technique n'a pas tout à fait tort parce qu'il y a des dossiers qui ont été mal formulés. Il y a des erreurs franchement inacceptables à ce niveau-là de responsabilité. On gère une entreprise qui a un contrat avec un constructeur automobile. Vous êtes censé quand même pouvoir émettre un dossier qui tienne la route. Il y a par exemple des contrats signés sur la base du cahier des charges de 2020, alors que celui de 2021 stipule bien que le contrat de représentation doit être signé et daté après la parution du décret 2175, par exemple. Il y a des surfaces qui ne sont pas respectées. Le cahier des charges, le 2175, parle de surface adéquate. Et les gens, moi je trouve ça vraiment, c'est comme si, c'est des ganipotis en fait. Ils vous mettent une surface de 120 mètres carrés. C'est inacceptable pour un showroom automobile. 120 mètres carrés, c'est moins que ce qu'il faut pour une activité de 2 roues. Mais pour l'automobile, à proprement parler, quand même, il y a un minimum de respect à avoir vis-à-vis de la marque, vis-à-vis de sa propre entreprise et vis-à-vis du constructeur qu'on représente. Et je trouve qu'il y a des dossiers donc, qui ne tiennent pas la route. Mais ceci dit, on a d'autres qui sont excellents. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont été refusés. Et là, ils sont, ils sont allés vers le comité de recours. Ils sont allés vers le comité de recours. Ils ont aussi, par la même occasion, ils ont saisi l'opinion publique par la lettre ouverte adressée, sortie dans la presse la semaine dernière, adressée au président de la République, dans laquelle il y a une interpellation justement sur le fait qu'il y a eu ces refus et sur le fait qu'ils ont le sentiment, on parle du groupement des concessionnaires, c'était signé comme cela, ils ont le sentiment que les agréments vont être corrélés, liés au règlement de l'article 3 et 4. L'article 3 et 4, c'est celui qui régule l'importation par les étrangers, donc par les constructeurs eux-mêmes. Et eux considèrent qu'ils ne doivent pas être concernés par cette disposition de l'article 3 et 4. Ils demandent à être libérés, qu'on leur donne les agréments et qu'on change si c'est nécessaire l'article 3 et 4. C'est une autre négociation, ça ne les concerne pas. On peut mieux comprendre cet enjeu? Oui, exact. Et ils ont le droit de s'offusquer en tant qu'opérateurs nationaux. Les articles 3 et 4 ne les concernent pas.
Maintenant, est-ce que c'est une excuse que se trouve le ministère de l'Industrie en appelant qu'il faut modifier le cahier des charges pour libérer le marché? Pour ces opérateurs nationaux, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Et je rappelle que depuis donc janvier 2017, ils ne sont plus en activité et ils perdent beaucoup d'argent, environ 5 millions de dinars par mois. Ils payent des salaires, ils payent des locations, ils payent des charges. Il y a une question, parmi les 60 dossiers, il y en a qui ont survécu à ces années de dèche et qui sont toujours présents, qui ont déposé les principaux, enfin ils sont connus, mais il doit y avoir beaucoup de nouveaux, j'imagine. Il y a beaucoup d'inconnus. Ils ne sont pas tout à fait nouveaux, mais il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est des gens qui ont travaillé, qui ne s'affichaient pas dans la presse, par exemple. Mais je peux dire qu'une bonne partie d'entre eux connaissent le métier d'importateur et distributeur automobile. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui maîtrisent quand même leur métier. Et ces gens-là sont mis dans le même bain que ceux qui ne savent même pas présenter un dossier qui tient la route. Moi, c'est cela que je défends quelque part, hein, si on veut. Ceux qui ont déjà fait leurs preuves, d'ailleurs. Voilà, c'est pas des néophytes de la exactement. filière. Donc, ces gens-là perdent de l'argent alors qu'ils sont en situation d'urgence. Et ce que je ne comprends pas personnellement, c'est que le comité technique prend tout son temps. Il dépasse les délais requis par le cahier des charges pour leur répondre, pour leur notifier. Enfin bref, les choses se passent avec une lenteur qui fait que c'est vraiment inacceptable. Mourad Saadi, on est à Radio 1, nous sommes journalistes, nous sommes libres de notre parole. Bien sûr, il y a des aspects techniques. Le comité technique va voir si les dossiers sont conformes au cahier des charges. Mais on peut se poser la question de la volonté politique. Moi, j'ai du mal à croire que vraiment le gouvernement ne veut pas importer. Il y a un problème, on a le sentiment, parce que on le verra tout à l'heure avec les équipements, les engins, le poids lourd, etc. L'économie est en train de se paralyser, faute d'équipement et faute... c'est un input, la voiture, dans le circuit de production. Et on a le sentiment que le blocage, il est administratif. On a l'impression qu'on ne veut plus délivrer d'autorisation. C'est vrai, dans d'autres secteurs, on le retrouve, dans les calpis, dans les wilayas, plus personne ne veut rien signer. On a peur de signer. On voit, il y a 5 ministres de l'industrie qui sont en prison ou qui sont rentrés, sont ressortis de prison. Et donc, on a le sentiment que plus personne ne veut s'engager et donner d'agrément, tout simplement. Il y a une peur dans le comité technique et dans le ministère. Elle est palpable. Elle est palpable dans le sens où on sent que les choses sont sclérosées, que voilà, il y a une chape de plomb, et puis il n'y a aucune communication non plus. Le minimum à avoir comme respect, c'est que le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie qui fait des visites un peu partout à divers secteurs économiques, des visites des installations, des usines, il n'évoque jamais l'automobile. Alors que toute la population algérienne ne parle que de l'automobile, que de la crise de l'automobile. Les entrepreneurs souffrent, les entreprises économiques souffrent, les entreprises de travaux publics, les entreprises de transport, le parc est vieillissant, on voit le nombre d'accidents qu'il y a, la pièce de rechange d'origine ne rentre pas. C'est dans la lettre ouverte, le groupement des concessionnaires parle de l'impossibilité d'importer des pièces neuves. Oui, c'est des points que j'évoque et que je reprends à partir de la lettre même des opérateurs dans l'automobile. Donc on se pose des questions de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays au fond, pas que de l'automobile. Qu'est-ce qu'on veut faire, où veut-on aller? On ne sait plus. On ne sait plus quoi croire, quoi faire. L'économie est complètement à l'arrêt. C'est dramatique. Un chef d'entreprise qui vous appelle parce que vous êtes journaliste automobile et qui vous dit de parler un camion. Mais c'est plus possible, ça. Il faut que le marché se rouvre. Et je précise une chose, un véhicule utilitaire, dès qu'il rentre en Algérie, c'est 5 emplois créés. C'est systématique. Je parle de véhicules utilitaires. Alors, les entrepreneurs, les producteurs peu importe, les agriculteurs, par exemple, ils ont des difficultés à acheminer leur production vers les marchés. Et tout ça se passe comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, alors que l'automobile est un vecteur de dynamisme à merveille. L'automobile en tant que telle contribue efficacement à la relance économique.
Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, de notre pays? À continuer à s'endormir comme ça comme Alors en 2020, on était quelques journalistes économiques à penser que peut-être que ce ne serait pas débloqué, l'importation du véhicule neuf, parce qu'il y avait toujours les calculs de faire des économies sur les importations. Aujourd'hui, quand on entend Majid Tebboune parler de son bilan, il parle surtout des économies faites, la croissance, le reste, il n'y a pas de piste. Enfin, je ne vais pas revenir sur les 4 milliards d'exportations hors hydrocarbures, qui est un vrai problème et un fake émis par le ministère du Commerce sur lequel nous allons travailler, parce que c'est notre responsabilité de journaliste économique, mais au chalet. Mais 2020, peut-être que c'était une volonté politique de ne pas importer. En 2021, vraiment, on sent qu'avec le nouveau cahier des charges, avec le comité technique, il y avait cette volonté-là et ça s'est... Alors, est-ce que la lettre peut avoir... En fait, c'est ça ma question. Est-ce que la lettre peut être un déclencheur pour que, à la présidence, on reprenne la main, le président, s'il le peut, reprendre la main pour dire au ministre, vous avancez, vous donnez des agréments au meilleur dossier. Est-ce qu'il y a une petite chance que ça se passe comme ça? C'est ce que je souhaite personnellement, parce que l'activité automobile, c'est création d'emplois, collecte de taxes. Il y a des intérêts énormes pour le pays. Il ne faut pas voir que la facture d'importation, que ce que coûte cette importation, mais qu'est-ce qu'elle génère aussi par derrière. La collecte de taxes, vous savez que le prix d'un véhicule, sur le prix d'un véhicule, l'importateur paye, enfin ce n'est pas l'importateur qui paye, c'est le consommateur. 50% du prix, c'est des taxes au profit c'est 50% quasiment. J'ai fait le calcul sur plusieurs modèles, c'est à peu près 49, 48, 50%. Donc 50% du prix du véhicule sont collectés au profit du Trésor public. Il y a la création d'emplois, pas uniquement au niveau de la structure principale de l'importateur. Il y a un réseau à construire, un réseau de distribution dans toutes les wilayas du pays. Sur les grandes wilayas, il faut au moins 2-3 points de représentation pour chaque marque, parce que le territoire est grand, parce que la demande est importante aussi. Et donc, moi je ne dis pas qu'il faut consacrer tout le budget de l'État à l'importation automobile, il faut être raisonnable quand même, mais néanmoins, au moins commencer par importer des véhicules utilitaires pour relancer l'activité des entreprises. Le véhicule particulier, peut-être qu'il pourra venir après, mais l'urgence aujourd'hui, elle est au niveau des entreprises, même si elle est également à la même hauteur, sinon plus, chez le particulier, qui doit emmener sa maman à l'hôpital, un accident peut arriver à la maison de nuit, enfin bref. Les véhicules d'entreprise peuvent être aussi des véhicules particuliers. Dans la flotte d'une entreprise, il y a une partie de transport du personnel. Je fais la séparation entre l'activité économique et les besoins des particuliers, des familles, etc. Tout le monde a besoin d'une voiture, quel que soit le genre de la voiture. Il faut absolument que le véhicule utilitaire ou de tourisme, comme on l'appelait dans le temps, puisse retrouver sa place sur le marché. Alors, Moulad Saadi, on va continuer de dérouler cette lettre du groupement des concessionnaires, donc lettre ouverte adressée au président de la République. Donc, il y a un produit d'appel. Nous, communicants, on l'a vu un petit peu comme ça. C'est les prix d'entrée dans chaque gamme de véhicules pour dire attendez, voilà, c'est quelque chose qui peut soulager le marché parce que quand on regarde les prix d'entrée, ils sont très largement abordables. Le véhicule, la citadine, la petite citadine, elle commence à moins d'1 million de dinars. Le mini-truck dont on parle depuis tout à l'heure, qui permet le transport dans les micro-entreprises, etc., et les agriculteurs éventuellement, c'est à peine au-dessus d'1 million de dinars. Et ainsi de suite, même les poids lourds commenceraient à moins de 2 millions de dinars si j'ai bien tout lu. Donc, on sent, bon, évidemment, ça c'est les prix d'entrée. Après, la marge, par exemple, pour la mini-citadine, ça va jusqu'à 1,8 million. Ça peut être plus, selon les marques, etc. Mais quand on regarde ça, c'est à cela que je veux en arriver, on a le sentiment qu'on ne parle pas des constructeurs habituels qui ont vendu dans la première phase, dans la première ère prospère de l'automobile en Algérie, notamment les constructeurs européens, mais aussi les constructeurs asiatiques de longue date, les Japonais et les Sud-Coréens. Et on a le sentiment que si on adoptait, si on donnait des agréments tout de suite, sur cette base-là, ce serait plutôt des véhicules chinois et indiens, mais peut-être aussi d'autres pays, low cost, qui envahiraient le marché. Et ça me ramène à la question de l'article 3 et 4 et du rapport avec les constructeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu
de qui va vendre de l'automobile en Algérie un enjeu géopolitique. Parce que quand on voit ces prix, le marché va devenir asiatique. Oui, oui, mais moi je ne suis pas contre les Asiatiques pour lesquels j'ai beaucoup de respect. C'est des gens qui travaillent. Il faut regarder l'évolution des marques chinoises. Celles qui étaient importées au début des années 2000, par exemple. On prend une marque chinoise, peu importe laquelle. En 2000, il y avait des véhicules que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient importés en Algérie, croyant, par erreur, que l'Algérien n'achèterait jamais ce type de véhicule. On peut citer la Maruti, qui a fait fureur auprès des enseignants, par exemple. Et l'importateur, sans le citer, je lui ai dit que c'était une grave erreur que vous commettez, monsieur. Il me dit, non, vous ne connaissez pas le marché. Le pouvoir d'achat. On peut le citer, c'est un grand importateur avec beaucoup de... Oui, avec c'est monsieur Achaïbou, que je respecte beaucoup. Voilà, qui a eu le sens de... Oui. Il avait vu, il a compris le marché avant tout le monde. Donc aujourd'hui, le véhicule chinois qui arrive en Algérie et qui est équipé selon ce que prescrit le cahier des charges, vous croyez qu'il n'est pas bon? Les Chinois ont travaillé, contrairement à nous. Ils ont avancé. Ils ont acheté des grandes marques de constructeurs, pour certains d'entre eux. Il y a 20 ans, ils copiaient des véhicules. Aujourd'hui, ils ont leur propre gamme, ils ont leur propre style, leur propre identité visuelle, leur propre identité de marque, et ils se développent et ils continuent. Et maintenant, ils vont même vers l'Europe et les États-Unis. Pourquoi pas chez nous? Qu'est-ce qu'on est, nous, Algériens? Arrêtons de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes qu'un pays consommateur. Je parle de l'automobile. Nous ne produisons rien. Nous n'avons pas de technique. Nous n'avons pas de savoir-faire. Et vous voulez que les Algériens roulent tous en Mercedes? Nous n'avons pas ce pouvoir d'achat. On ne peut acheter une large frange de la population ne peut acheter qu'un véhicule à moins d'1 million de dinars. Dès que ça grimpe un peu plus haut parce qu'il y a un peu plus d'équipement, où la marque est labellisée peut-être européenne, il ne peut pas accéder, l'Algérien. Le pouvoir d'achat a diminué entre-temps, entre les années. Alors la question, est-ce qu'il y a quand même une pression directe des principaux constructeurs européens pour ne pas venir vendre en Algérie? Moi, je vous rappellerai que l'Algérie est signataire des accords avec l'Union européenne de libre-échange. Et sur la base de cet accord, l'Algérie doit ouvrir ses frontières aux entreprises européennes étrangères. Donc, à partir de là, il y a des entrepreneurs, enfin des entreprises françaises qui font la pression. Pour vendre directement en Algérie. Pour vendre directement et enlever ces articles. Est-ce qu'elles ont la loi internationale de leur côté? Je crois que oui, bien sûr, puisque l'Algérie a signé ces accords qui étaient une grave erreur. Et ça changerait quoi que Peugeot, Renault, Volkswagen, Fiat s'installent directement en Algérie et se réinstallent? Oui, via une filiale, ça changerait beaucoup. Je vous rappellerai que quand le marché était à son apogée, Peugeot et Renault, c'est presque 200 000 voitures par an. Donc ça donne un avantage compétitif. Oui, bien sûr. Et puis c'est des marques historiques en Algérie que les Algériens apprécient particulièrement. Bon, ensuite, je vous rappellerai aussi que l'Algérien est capable de muter vers d'autres marques. Et je vous rappellerai les 4 années où Hyundai, à l'époque de Cévital, a détrôné les marques françaises pendant plus de 4 ans. Il a pris le leadership du marché. Ça veut dire que si l'offre correspond aux besoins de l'Algérien n'hésitera pas à aller vers ce qui lui convienne le mieux, en termes de rapport qualité-prix. La négociation sur ces articles 3 et 4, elle risque de durer? Je ne sais pas. Franchement, je suis incapable de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a quand même un paramètre à nouveau de géopolitique, qu'après la brouille entre Alger et Paris, Alger, c'est un instrument qu'elle a entre les mains sur le marché automobile, décide d'accélérer, de donner des agréments, de recevoir. On a eu, je fais un petit parallèle avec la téléphonie mobile, la brouille avec Jay-Z. Jay-Z n'a pas pu souscrire à la 3G au départ. Ouais. C'était le concessionnaire, c'était le propriétaire égyptien, les moins puissants en termes de pression. Ouais. Et donc les autres opérateurs ont accédé à la 3G. Jay-Z, avec conflit, ils sont restés sur le banc. Ils ont rattrapé une fois que la cession s'est faite. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où les agréments sont distribués, où les marques asiatiques arrivent et les Européens vont rester en front parce qu'ils attendront toujours de pouvoir mettre en activité l'accès direct au marché? À mon sens, tout le monde va arriver en même temps, Européens et Asiatiques. Et donc ça va traîner. Ça va traîner.
ça va traîner. Une fois que ces articles seront revus, malheureusement pour nos opérateurs nationaux, ils vont devoir patienter. Ils vont devoir mourir plutôt que patienter, parce qu'il y en a qui sont à l'article de la oui, mort. ils sont à porte de la faillite, malheureusement. Ils vont encore licencier le peu d'employés qui leur reste, qu'ils maintiennent dans le service après-vente particulièrement, et quelques administratifs, ils vont fermer. Il y a un risque énorme qu'ils ferment leur boîte définitivement. Et puis ça va avoir des répercussions vis-à-vis du constructeur. Quelle image nous allons donner vers ces constructeurs qui attendent à ce que leur partenaire local obtienne un document qui lui permette de retrouver son travail dont il a été arrêté depuis 5 ans, sans commettre aucune infraction parce qu'ils n'ont pas fait partie du groupe 5+5 dont on connaît D'Abdeslam Bouchouareb. Oui, voilà, de Abdeslam Bouchouareb. Pourquoi arrêter ces gens-là de travailler? Pourquoi? Oui. Oui, si on doit arrêter, si tout le monde doit démarrer le même jour, les importations, on risque effectivement d'attendre encore longtemps, parce que l'arbitrage politique, sauf si cette lettre ouverte déclenche quelque chose. Peut-être, c'est ce que je souhaite. J'espère que les autorités, les pouvoirs publics vont être raisonnables et permettre à ces gens de retrouver un travail qui donnera du bonheur à tous les Algériens. Oui, alors, au niveau des engins, moi j'étais très surpris de voir que c'était également à l'arrêt. Est-ce qu'on ne peut pas aussi décaler les engins? Parce que bon, les engins, c'est quand même l'industrie, c'est quand même les activités les plus essentielles. C'est pour ça que je parlais du marché des entreprises. On n'évoque pas les engins parce que ce n'est pas un produit attractif, on n'y pense pas. Mais les engins, les camions, les bus, tout ce qui est engin roulant, tout ce qui est véhicule roulant, destinés à des travaux particuliers, agricoles, industriels, travaux publics. On en a besoin. On ne peut pas construire des maisons, on ne peut pas construire des immeubles, on ne peut pas construire des routes, on ne peut pas aller dans les mines, on ne peut pas sans le matériel adéquat, ce n'est pas possible. Et donc, il est impératif d'ouvrir ce marché-là. Et puis, le véhicule particulier pourra peut-être éventuellement suivre un peu plus tard. Allez, mais qu'on mette comme ça tout le monde à l'arrêt, même les véhicules, je dirais, pick-up, les petits utilitaires légers, là, ils servent beaucoup les commerçants, les petites entreprises, les petites PME, etc. Pourquoi on bloque tous ces gens-là? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Oui. Voilà, on va finir cet entretien avec la problématique de l'industrialisation et celle de la transition énergétique, parce on a beaucoup parlé du véhicule électrique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un abondant d'ambition d'industrialiser de la filière montage en Algérie? On n'a plus le sentiment que ce soit une priorité aujourd'hui. Si, le ministre de l'Industrie a annoncé la semaine dernière, il y a quelques jours, qu'il est en négociation, qu'il est en pourparlers avec des constructeurs automobiles. Il a cité le constructeur iranien Iran Khodro, entre autres. Mais pour moi, c'est des effets d'annonce, c'est tout. C'est ce qui est recherché. C'est pas. On peut faire mieux comme effet d'annonce, mais bon. La construction automobile est une affaire de constructeurs. Si nous, on fait ce qu'il faut faire pour attirer ces constructeurs et construire une véritable industrie automobile, transférer sa technologie ici, former, contribuer à mettre à niveau nos sous-traitants locaux par le biais de ses propres sous-traitants. Un partenariat, je ne sais pas comment peut être fait, comment peut être envisagé cet objectif, mais en tout cas, un constructeur, il faut qu'il vienne investir par ses propres moyens, à nous de lui donner notre marché, au moins pendant une certaine période, comme ça a été fait avec Renault Algérie Production pendant 3 ans, à nous de lui garantir des facilités à l'exportation, c'est-à-dire qu'à nous d'agir comme tout pays qui se respecte et qui ouvre son marché. Et là aussi, peut-être que les Chinois sont en meilleure position pour le faire. C'est possible, c'est possible. Mais est-ce que, la question que je me pose, est-ce que l'Algérie a véritablement une volonté sincère d'avoir une industrie automobile? C'est la question que je me pose. Alors, en filier avec cela, le véhicule électrique ou le véhicule électrique
bon, il y a plusieurs ministres qui ont dit, tant qu'à faire, si on doit mettre en place cette filière, le ministre de l'Industrie et le ministre de la Transition énergétique disaient un peu la même chose. Hein. Au même moment, Farhat Ali et Shamsuddin Chitour, sur cette question-là, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose comme... Parce que c'est quand même des filières où la valeur ajoutée est importante et on sait comment ça se passe. En général, les constructeurs gardent chez eux l'industrialisation des segments les plus... là où il y a la plus forte valeur ajoutée. Est-ce qu'on a des atouts pour attirer cette activité et comment on pourrait le faire? Oui, l'Algérie a des atouts, c'est indéniable, mais on ne sait pas se vendre, on ne sait pas se valoriser. Nous sommes toujours en situation défensive. On se dit toujours, non, il faut que ce soit nous qui imposons. On veut bien imposer, mais avec quoi? Qu'est-ce que nous avons? À part notre marché, à part notre situation, la position géographique du pays qui peut jouer un rôle important pour un constructeur automobile vers le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. On peut devenir une véritable plateforme. Travailler beaucoup avec un constructeur qui s'installe et qui produit ici, par exemple, 200 000 voitures par an, et travailler sur le véhicule d'occasion pour devenir une plateforme d'exportation de véhicules d'occasion sur les marchés d'Afrique. Pourquoi on ne fait pas tout ça? Le Niger, pays enclavé, ils ont installé, une entreprise privée a installé une plateforme vers laquelle convergent tous les véhicules, une très grande partie de véhicules qui proviennent d'Europe et qui sont revendus dans les pays limitrophes, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Et ça converge par où? Par le Niger. Non, mais pour aller vers le Niger, pays enclavé, ça vient du nord? Ça vient de Belgique. Ça vient d'Anvers, du port d'Anvers. D'accord. Ouais. Ok. Mais ça passe par un port de l'Afrique de l'Ouest, j'imagine. Oui, ça transite par un port d'Afrique de l'Ouest. Et c'est reçu d'abord au Niger. Et c'est le Niger qui a donc, via cette entreprise, dispatche ces véhicules selon la demande des marchés, etc. Une fonction que Tamanrasset peut jouer complètement. Largement. Effectivement. Donc on a des atouts. D'où Carvision. Oui. Il faut avoir une vision. Oui. Carvision a été créé dans la perspective de la relance du marché, de la relance de l'activité automobile, etc. Malheureusement, ça fait maintenant presque 10 mois. Au lieu dans mes articles de parler de technologie, des nouvelles avancées, quel hybride choisir. Moi, j'aimerais bien lire un article sur quel hybride. J'ai envie de passer à l'hybride. Moi, je passe mon temps à écrire sur le comité technique, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pourquoi, voilà. Malheureusement. J'espère que la prochaine fois, quand tu recevras Morad Saadi, on pourra parler de ces sujets-là, parce que les voitures seront là et qu'on commencera à aller dans le détail du marché et du conseil client. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci d'être été avec nous ce matin. Merci à nous. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt sur Radio M. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter.